On vient de quitter le Brésil. Est-ce que vous auriez une explication pour nous dire comment ça se fait que depuis Felipe Massa, il n'y a plus de pilote de Brésiliens? J'exclus Enzo Fittipaldi qui a fait 2 Grands Prix en remplacement de Romain Grosjean dans les conditions qu'on sait. Alors le Brésil a quand même un champion de Formule 2, mais il ne trouve pas de place. Donc là, c'est un petit peu la quadrature du cercle. On parle de Voilà, Felipe il y en a un Drugovich. exactement qui ne trouve pas de place, mais enfin qui est quand même aux portes de la F1, il faut le dire. Il sera pilote de réserve, je crois, l'année prochaine. Voilà, qui sera pilote de réserve. Un de mes amis et également manager, qui est Nicolas Todd, a un jeune Brésilien Caio prometteur Colette. qui est Colette. Donc, on peut pas vraiment prédire les filières par nationalité. Ça va dépendre des périodes. Il y a une période où il y aura dans le kart énormément de Brésiliens ou d'Italiens, et cette vague va monter ensemble jusqu'à un certain point. Ça va se dégraisser, on va en retrouver deux ou trois aux portes de la F1 ou quatre. Et par contre, de l'autre côté, il y aura plus de Français. C'est le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du Français beaucoup, ce qui est bien. On a des gens comme Pierre Gasly, on a des gens comme Ocon, on a Théo Pourchaire qui est aux portes. C'est fabuleux. Mais ça fait très longtemps qu'on n'avait plus eu de Français. Il y a pas vraiment de raison bien spécifique pourquoi à un moment donné j'ai une telle nationalité et pas l'autre. C'est une question de vague, c'est une question de comment je vais dire, c'est une question de moment. Il y a une époque où euh, euh, et on va regarder aussi, on regarde au jour d'aujourd'hui, en Italie, il y a la filière italienne est très très faible. Hein. Oui. Et Ça pourtant, fait il y a des années. Ferrari et il y a une histoire de la Formule 1 en Italie. Je pose ma question autrement. Est-ce que des nationalités comme les Finlandais, comme les Brésiliens, n'étaient pas des pilotes un petit peu plus instinctifs et qu'aujourd'hui, on cherche avant tout des techniciens? Je pense qu'aujourd'hui, les écuries recherchent un pilote qui va avoir, qui soit, d'abord qui doit être très rapide, mais qui sera également un technicien. Vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est que dans la F1 moderne, les écuries demandent un pilote qui est capable de pouvoir être très rapide à 80% en utilisant son cerveau à 80% et garder 20% pour, au milieu de la course, pouvoir établir des stratégies, discuter avec son ingénieur et éventuellement regarder ce qui se passe à la télé au bout de la ligne droite. Donc, oui, mais c'est ça aujourd'hui. Avoir uniquement le pied droit qui est lourd est un paramètre très important, c'est sûr, mais il faut avoir aussi un pilote qui est capable de gérer et d'utiliser ses capacités intellectuelles et mentales pour, en plein moment de course relativement à l'empoignade, qui va pouvoir justement réagir et discuter avec son écurie, discuter avec son ingénieur et prendre des décisions dans des situations comme on a vu hier, où à 340 km/h, moi je suis gelé sur mon volant, je regarde tout droit. Hein. Alors il y a eu deux événements aussi quand même qui ont modifié le paysage, je dirais, du paddock. En 2017, c'est le départ forcé de Bernie Ecclestone, qui se faisait fort d'avoir un Brésilien sur la grille tous les ans et qui allait chercher des sponsors, qui organisait les soutiens pour un pilote, parce que lui, son but, c'était d'avoir une représentation pour les télévisions, pour la télévision brésilienne, parce que il commercialise les droits auprès des télévisions. Donc ça, il était très très attentif à ça. Et donc, depuis 2017, il a assuré la présence, je crois, c'était Felipe Nasser, le dernier, en 2017, et puis plus rien, ou Massa. presque. Massa, pardon. Voilà, Nasser, c'était un petit peu avant. Et puis, 2014, surtout, c'est la super licence, là, qui donne un droit d'entrée en Formule 1 si on obtient des résultats sur la piste. Et là, ça change tout parce que votre travail, peut-être avant, c'était de repérer un pilote qui avait du potentiel et organiser un soutien autour de lui de sponsors, concrètement, on va dire, pour arriver à la Formule 1. Et maintenant, le jeu s'est un petit peu renversé parce que vous êtes obligé de miser sur des jeunes, mais c'est le résultat en fin de saison qui va dire vraiment s'il peut monter. Et il y a des histoires qui s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas cette fameuse super licence. Et là, je crois que ça organisait un écrémage, je dirais, différent. Ce qui est très bien aussi,
Ce qui est très bien aussi parce qu'il faut pouvoir également aider les parents des jeunes pilotes à un moment donné, ce qui n'est pas facile, ça fait partie de notre métier, de dire stop. Stop, ça passera plus. Stop, ça sert à rien. Stop, ça coûte trop d'argent. Dans tous les jeunes pilotes avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours dit aux parents, voilà le plan sur 2 ans. Si au bout de la 2e année, il n'est pas là, il rentre à la maison. C'est tout. Donc, ce qui se passe avec les points de super licence, moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a un moment donné où il faut être transparent et il faut se dire, on va peut-être pas arrêter le sport automobile, on va peut-être arrêter la filière monoplace et essayer de trouver une carrière autre part. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête vis-à-vis du pilote en disant, tu as des capacités pour faire ça, mais pas pour aller jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, être très bon en F1, c'est loin de ce qu'il faut pour y arriver. Aujourd'hui, pour être en F1, il faut être excellent. Et quand je dis excellent, il y a encore la marche pour être meilleur qu'excellent. Et on le voit on se voit sur les combats qui se passent pendant les courses au jour d'aujourd'hui. On voit la qualité et la référence des pilotes qui montent. C'est extraordinaire ce qui se passe.